Enseignant à l'université de Galma, département de génie civil. Salam alaikum, donc je vais vous parler aujourd'hui des matériaux géopolymères, qui sont des matériaux nouveaux. L'intitulé de la présentation, c'est composition, propriété et comportement des matériaux géopolymères. Alors quand on parle des géopolymères, on va revenir 4000 ans en arrière, avec l'Égypte ancienne. Donc la question qui se pose toujours jusqu'à présent, c'est est-ce que les pierres pyramides sont naturelles ou artificielles? Donc en liaison avec les géopolymères. Alors à l'époque, ils n'avaient pas de métaux durs. Alors comment ils ont sculpté des millions de blocs de la grande pyramide avec des longueurs différentes? Et aussi comment ils ont pu avoir des blocs adjacents avec moins de 2 mm de large entre blocs. Alors, la théorie de la sculpture, elle est connue, donc il y a plusieurs théories d'ailleurs. Ils sont contredits par justement la théorie de la coulée in situ, donc de pierre artificielle. Ça devient une pierre artificielle. Alors, depuis les années 80, donc le professeur Joseph Davidovich, donc il a proposé, donc il a proposé que les pyramides et les temples de l'Égypte ancienne ont été construits de calcaire aggloméré, donc plutôt que de blocs calcaires naturels sculptés. Alors comment ils ont fait? Donc ils ont pris des affleurements de calcaire boueux, y compris des coquilles fossiles, relativement tendres. Ils ont mélangé ça avec de la chaux et des matériaux aluminosilicates qui sont présents autour justement du site, comme l'argile kaolin, le liman et le sel égyptien qui est connu sous le nom natron. Donc natron, qui est connu en Égypte, c'est du carbonate de sodium. Alors ce calcaire réaggloméré, lié par une réaction géochimique, est appelé ciment géopolymère. D'où la relation avec les géopolymères. Une fois durci, donc ça constitue par la suite des blocs résistants. Alors cette théorie a été publiée dans un livre populaire et très connu aux États-Unis en 1989. Donc par la suite, une équipe internationale de scientifiques impliquant des chercheurs de la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, alors ils ont démontré la nature artificielle de la pierre des pyramides égyptiennes à travers un article scientifique dans la revue Materials, donc Letters, intitulé Les pierres de l'enveloppe de la pyramide courbée de Senefru, d'Ahenshol, ont été coulées ou sculptées. Donc ils ont répondu à cette question. Donc la conclusion de leurs travaux, c'est que la pierre de l'enveloppe des pyramides sont constituées de grains de calcaire provenant d'une carrière proche du site. Donc ils sont cimentés avec un gel amorphe de silicate de calcium formé par l'intervention humaine. Donc par l'ajout de silice supplémentaire, comme la terre de Diatomée, qui est connue au Fayoum, donc provenance de la région de Fayoum. Donc cette théorie du calcaire aggloméré artificiel a été également appuyée par l'étude de physiciens, de deux physiciens en 2012, qui ont fait justement un article scientifique dans la revue Europhysics News. D'accord? Ils ont appuyé justement les travaux précédents. Alors maintenant, les recherches scientifiques sur les géopolymères, sur 20 ans, entre 88 et 2012, on voit l'évolution justement en 88, il y avait le premier séminaire aux conférences sur les géopolymères. Donc il y avait 4 laboratoires en Europe et 2 laboratoires aux États-Unis qui travaillaient sur les géopolymères. Et actuellement, plutôt pas actuellement, en 2012, on voit tous les laboratoires sont impliqués dans les 4 coins du monde. Alors maintenant, si on regarde les nombres de publications, donc au départ, la première publication c'était en 91, il y avait quelques publications, 2 ou 3 par an, et actuellement on est à peu près à 1200 publications sur les géopolymères. Donc là c'est la source, c'est Scopus. Alors les thèmes de recherche sur les polymères, il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs aspects, des aspects chimiques, des aspects aussi mécaniques et mécaniques. Donc les aspects chimiques,
Donc on trouve les caractères polymériques des géopolymères, les polysiliconates, donc silicate soluble, le verre soluble. Donc les géopolymères ferrocialates à base de métakaolin, qui est très connu. On travaille beaucoup sur le génie civil, donc sur ce thème-là. Donc les géopolymères à base de calcium, les géopolymères à base de roche, les géopolymères à base de silice, surtout ça rentre, le lithium et l'eau fourneau qui rentre justement dans cette thématique. Les géopolymères à base de cendres volantes, donc c'est le premier, c'était les cendres volantes les plus utilisées, on va le voir après, par la suite. Et les géopolymères à base de phosphate, géopolymères organiques minérales, la durabilité aussi à long terme des géopolymères, c'est un thème aussi il y a beaucoup de publications là-dessus. Les composites géopolymères fibres, les géopolymères dans les traitements des céramiques, donc utiliser le géopolymère, donc c'est du céramique, on peut utiliser en céramique, et la fabrication des ciments géopolymères, donc ça c'est connu aussi pour la fabrication donc, au niveau industriel, et les bétons et mortiers géopolymères, et donc du génie civil, ça relève du génie civil, et les matériaux et les déchets radioactifs, parce que les géopolymères sont utilisés justement dans les centrales nucléaires, et les particules et la pollution gazeuse. Et enfin, c'est le dernier, donc on va dire, le dernier thème, c'est l'impression 3D de géopolymères, pour faire justement des maisons en 3D, l'impression 3D. Voilà, ça c'est les différents thèmes qui existent sur les géopolymères, on en a en tout 16. Alors les domaines d'application des géopolymères, on trouve plusieurs, donc domaines d'industrie. On a l'industrie d'automobile et d'aérospatiale, les fonderies, tout ce qui est métaux, non ferreux et métallurgie. Donc le génie civil, nous, c'est beaucoup plus le ciment géopolymère, et les bétons et les mortiers, bien sûr, qui sont utilisés par la suite pour la rénovation des bâtiments anciens, aussi pour les routes, les aérodromes, et beaucoup d'autres applications au génie civil. Alors les industries aussi de céramique et de plastique, et les plastiques, la gestion des déchets et l'art de la décoration qui est très utilisé. Hein. Il y a beaucoup de travaux d'industrie sur ces aspects-là. Alors certaines applications sont en cours de développement, c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés à la maturation pour faire l'industrie, et d'autres ils sont industrialisés et commercialisés. Alors, un exemple d'application, c'est l'aéroport de Toowoomba, donc qui est en Australie. Donc il est mis en service en 2014. Donc ils ont utilisé des géopolymères pour faire justement les pistes d'aérodrome. Donc c'était le plus grand projet de géopolymères dans le monde. Ils ont construit avec à peu près 40 000 mètres cubes, donc ce qui est équivalent à 100 000 tonnes de béton géopolymère. Alors ils ont utilisé donc un béton géopolymère qui est sous le nom Earth donc Friendly Concrete, qui est développé par la société Wagners. Wagner, c'est pas Wagner, c'est Wagners, donc c'est une entreprise plutôt qui fait les matériaux de construction en Australie. Alors, donc ce béton a été donc ils ont trouvé qu'il est bien adapté aux pistes d'aérodrome, surtout les pistes d'atterrissage, les aires de stationnement des avions et les voies de circulation. Et ça permettra aussi d'atterrir donc des avions de cargo de grand tonnage. Et ça résiste très bien. Ils ont fait à peu près une piste de 43 cm. Et aussi pour les aéroports, ou les aérodromes d'une manière générale, donc c'est très connu d'utiliser justement les géopolymères parce qu'ils ont une résistance très élevée au départ, c'est-à-dire à court terme. Donc ils peuvent arriver à 20 mégapascales très rapidement, ce qu'on va voir plus tard. Alors, la composition maintenant. La composition des liés aux géopolymères. Alors, les géopolymères sont des polymères inorganiques, donc à base d'une source aluminosilicate d'une part, et d'autre part, on a un milieu alcalin. Donc on a besoin qu'ils peuvent réagir, donc une réaction d'un milieu alcalin pour justement former ce qu'on appelle un polymère tridimensionnel, où les ions de justement Na+, et K+, restent liés à l'intérieur de la structure. Donc on voit deux structures ici, justement, deux modèles proposés par des scientifiques. Donc deux modèles. Donc le modèle qui est à gauche, vous voyez, c'est le modèle de géopolymère de Na, donc polysialate. Et le deuxième, c'est le cas polysialate
Silexo. Donc c'est plutôt le modèle de Metakaola, de l'autre côté. Voilà, donc les deux modèles, on trouve justement un assemblage de molécules, donc de silice et d'alumine. Voilà. Et d'oxygène, bien sûr, et le reste. Donc, voilà, c'est le côté chimique. Si on revient maintenant sur le côté pratique, donc la composition des bétons, je parle des bétons et de mortier. Donc les bétons géopolymères sont des matériaux d'activation alcaline, c'est-à-dire sont des géopolymères, mais sont d'activation alcaline, qui résultent d'une réaction d'une poudre, d'une part alumini-silicate, avec une solution alcaline. Donc vous voyez sur le petit schéma là, donc on voit ici les différentes poudres alumini-silicate, de différentes justement natures. On a la solution donc alcaline qui est soit d'hydroxyde alcalin, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium, le NaOH, ou le KOH, l'hydroxyde de potassium, ou du silicate alcalin, comme du silicate de sodium, ou le silicate de potassium. Donc, les poudres, donc alumino-silicate, on trouve plusieurs sources. Donc, on a tout ce qui est riche en silice et alumine. Donc, on a des cendres volantes qui sont connues, qui sont riches à la fois du silice et d'alumine. Le métakaolin, pareil, donc ils sont à peu près sur la même partie en composition. Le laitier, il est beaucoup plus silice que d'alumine, et de la chaux aussi, une partie de la chaux. Les argiles calcinées, qui sont utilisées actuellement, il y a des ciments spéciaux qui sont utilisés, justement développés au niveau commercial en ciment, en argile calcinée. Le silica fumé, très connu, ceux qui travaillent justement sur le matériau très connu, le silica fumé. Les pouzzolas naturels qu'on trouve ici en Algérie, vers l'ouest d'Algérie, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de l'ouest, donc vers Glissart, etc. Donc les pouzzolas. La zéolite, vers BGA, on a de la zéolite. Les poudres de verre, du manière générale, les déchets de verre, différents déchets. Les cendres de la balle de riz, surtout utilisées en Inde, en Chine, parce qu'ils ont beaucoup de la balle de riz. Et les différentes combinaisons qui viennent avec. On a différentes combinaisons, c'est-à-dire on peut combiner du métakaolin avec de la cendre volante ou du laitier. Alors les différentes combinaisons, il y a beaucoup de travail là-dessus. Vous trouvez justement la formulation adaptée. Voilà. Une fois que c'est fait, on rajoute des agrégats. On a la poudre, les activateurs, les agrégats, soit du sable et du gravier, c'est-à-dire si on veut faire du mortier, on ajoute du sable. Si on veut faire du béton, on ajoute du sable et gravier. Alors maintenant, parmi la littérature récente, alors 125 formulations donc, étudiées. Si on prend justement la majorité donc, des formulations qui se sont étudiées dans la littérature récente, ils sont basés sur la cendre volante, les fly ash. Donc on a, vous voyez sur la gauche, justement, 65% on va dire des formulations étudiées, c'est plutôt du cendre volante. Viennent après, justement, avec 12% des cendres volantes avec du laitier, c'est un composé mixte. Ensuite, le métakaolin, récemment. Et aussi, on a le fly ash avec le métakaolin, mélange, le laitier seul et le laitier avec le métakaolin avec 2%. Il y a peu d'études justement sur tout ce qui est laitier et métakaolin. Et nous, entre l'université, il y a quelques années de là, on travaille sur ce sujet-là, dans le cadre d'une thèse, doctorat, sur justement les géopolymères à base de laitier et de métakaolin. Donc le laitier de Hajar et le métakaolin de Guelmara. Alors, vous voyez ensuite à droite, donc le premier ciment qui s'appelait aux États-Unis, le cement, c'est un ciment géopolymère. Vous voyez l'évolution, ce que vous voyez sur le graphe, donc l'évolution de la résistance mécanique, en mégapascal, résistance en compression, en fonction du temps. Temps, c'est en heure. Donc vous voyez l'évolution, comment ça évolue très rapidement. Donc les résistances, on atteint 20 mégapascales à l'espace de 5 heures. Donc c'est parmi les avantages justement du géopolymère par rapport au ciment classique. Donc vous voyez, l'évolution est très rapide. On arrive à des résistances à 25 mégapascales en l'espace de 12 heures seulement. Alors maintenant, je vais faire
je vous donnais quelques on va dire, des résultats des travaux de recherche sur le géopolymère. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2019, publiée en 2019, sur les propriétés des bétons géopolymères. Alors, concernant l'ouvrabilité, donc les propriétés du béton frais, on trouve voilà, des valeurs autour de 60 jusqu'à 65 donc millimètres on va dire d'affaissement. Donc ça, on voit l'évolution, vous voyez ici l'évolution, parce que justement pour les géopolymères, le rapport entre le silice et l'alumine joue un rôle justement sur ces caractéristiques-là. Et donc justement, là ils font évoluer justement le rapport silice sur alumine, vous voyez en bas, et le rapport aussi molaire de l'autre côté. Et donc on voit qu'il y a une évolution, mais ça reste à peu près, c'est des bétons plastiques, donc avec des valeurs on va dire de slump, de durabilité, donc d'écoulement autour de 60. Alors deuxième, c'est le temps de début et fin de prise. Alors pour un ciment ordinaire, généralement, le début est autour de 60 minutes et la fin, ça peut aller jusqu'à 400 minutes. Alors pour les géopolymères, alors on trouve des valeurs, bien sûr, en fonction du rapport. Donc là, c'est la molarité du NaOH, c'est-à-dire l'activateur. Donc on trouve des valeurs, si on prend les valeurs faibles en début de prise, ce que vous voyez ici en orange. Donc elle est autour de 60 minutes. Et ça peut remonter jusqu'à 150 en fonction, bien sûr, de la molarité NaOH. Alors pour le fin de prise, c'est jusqu'à 200. Donc à peu près, on est plus rapide par rapport justement à un ciment ordinaire. Si maintenant on regarde toujours le temps de début-fin de prise, pour un géopolymère à base de cendre volante plus lithier, donc là ils ont fait évoluer justement le pourcentage de lithier, donc en fonction justement de temps de prise. Là on voit en bleu début de prise et en rouge fin de prise. Donc là, plus on augmente le pourcentage donc, du lithier par rapport à la cendre volante, on trouve que le temps est plus rapide. Donc la prise est plus rapide. Et donc le temps de maniabilité, vous voyez ici, ça peut descendre jusqu'à 25 minutes. Donc 25, c'est très peu pour la maniabilité. Donc il faut faire les travaux très rapidement. Alors si on descend jusqu'à 10%, on est à peu près entre 80 et 160, donc on est sur un béton comme un béton ordinaire. Voilà. Ou un ciment ordinaire. Deuxième résultat concernant les nanosilicats, donc c'est des silicats sous forme de poudre très fine, donc c'est des nanosilicats. Donc ils ont évolué donc, les pourcentages entre 0 et 10%. On voit le début en début de prise donc en jaune et fin de prise en noir, donc en gris ou en noir. Donc vous voyez donc les résultats, il y a quelque part donc une valeur mi à 4%, ensuite ça remonte de nouveau. Donc il y a une influence, une incidence sur le dosage en nanosilica, justement sur la prise début et fin de prise. Et cela est dû bien sûr à la composition, à différentes compositions des éléments. La poudre alumisilicate. Maintenant, si on regarde le comportement des bétons géopolymères, on regarde un petit peu les résistances à la compression en fonction du rapport molaire. Donc là, c'est un résultat aussi. Donc là, ils ont utilisé deux méthodes justement de cure. Un cure avec une température ambiante et avec la vapeur, donc steam curing. Alors là, si on regarde le bleu dans un premier temps, résultat bleu, donc on voit les résistances généralement sont de 25 en mégapascal et ça peut remonter jusqu'à à peu près, on est à 40 mégapascal. Donc c'est comme un béton ordinaire, quel que soit le rapport molaire. Ça c'est la silicate de sodium, donc c'est le rapport molaire, le ratio. Et si on rajoute de la vapeur, donc on rajoute de l'humidité, donc on rajoute un petit peu, donc un peu plus on donne donc de la vapeur, donc l'humidité, et ça, on aura des résistances plus élevées. Donc on peut remonter, au lieu de 40, on peut remonter jusqu'à
49, 48, 49. Voilà. Donc ça, c'est le résultat par rapport aux résistances à la compression. Toujours avec la compression, mais on rajoute la flexion à 28 et 90 jours. Vous voyez sur le graphe, si on regarde les histogrammes dans un premier temps, donc le noir et le gris. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc à 28 jours et 90 jours, il y a une différence. Donc ça continue à donner donc, justement de la résistance à long terme, donc pour les géopolymères, d'une part. Et les deux derniers que vous voyez ici, c'est les deux, c'est du béton ordinaire. Les différentes formulations entre 1 et 10, c'est du géopolymère, 11 plutôt, c'est du géopolymère. Et les deux derniers, c'est du béton ordinaire. On voit en termes de résistance, on est meilleur que justement à la flexion. On est meilleur par rapport au béton ordinaire. On reste de l'ordre, à peu près, on trouve des ordres jusqu'à 7-8 mégapascales. Qu'on est supérieur un petit peu par rapport au béton ordinaire, qu'on est autour de 4-5 mégapascales. Concernant la compression, c'est les deux courbes en rouge et en bleu. On voit 90 jours, 28 jours, il y a un décalage entre les deux en compression. Et on peut arriver avec les géopolymères à 90 jours à des valeurs autour de 50 mégapascales. Donc ça reste comparable à un béton ordinaire. Dans ce tableau, on voit donc, les résistances de travaux très récents, en 2023. Donc, il a regroupé différentes. Il a fait une bibliographie sur les différents travaux qui ont été utilisés. Ce que vous voyez ici, donc, dans ce tableau-là, donc, les différentes poudres à l'hémisilicate, le rapport molaire de Alain Roche, donc la méthode de curage, de cure, et les résistances à la compression. Ce qu'on voit ici sur le tableau sont les différentes valeurs. Donc des fois on trouve la même composition avec deux chercheurs différents, deux endroits différents, ils ont trouvé des valeurs différentes de la résistance à la compression. Alors ici, il est arrivé avec une résistance jusqu'à 122 mégapascales. Donc variable entre 58 et 122. Donc c'est plutôt des bétons haute performance, on va dire. D'accord? C'est du géopolymère. Et une résistance à la flexion entre 7 et 13. Vous imaginez, c'est beaucoup, hein, comparativement à un béton ordinaire. Alors, le deuxième cas, on trouve la même composition, par contre, le même rapport molaire, on va dire, mais on est des valeurs inférieures. Donc cela est dû, justement, à la composition de chaque, on va dire, la poudre, donc l'origine de la poudre, d'une région à une autre. Et donc, on trouve des différences d'une région à une autre. Voilà, ça c'est plutôt global, pour vous montrer un petit peu la disparité des résultats, et chacun il va trouver des résultats différents. Maintenant, toujours dans le comportement, si je regarde la résistance thermique. Alors, résistance thermique, alors j'ai pris un exemple qui a été fait par le professeur Davidovit, donc en 91. Et ces résultats ont été appuyés par des travaux récents, en 2022, sur les géopolymères, sur les mêmes. Alors pour montrer un petit peu la résistance justement à la température et au feu. Donc là, ce que vous voyez donc, sur cette image-là, donc sur ce graphe, donc l'évolution, on a trois différents bétons. Béton 1 avec un ciment Portland CEM1, un CEM3, donc plutôt laitier, et haute performance. Un ciment haute performance. Donc les trois, on voit que à peu près l'éclatement se fait autour de 300 degrés Celsius. Donc c'est l'éclatement de béton, c'est justement la limite entre 300 et 400. Le béton ordinaire ne peut pas résister. Il va éclater. Et on a une chute de la résistance à la compression à 400, où on trouve pratiquement nul. Par contre, le béton géopolymère que vous voyez ici avec la petite flèche continue à résister. C'est-à-dire, même on est à peu près à 600 degrés Celsius, on est à 80 mégapascales. Et à 700, on est supérieur à 60 mégapascales. Par la suite, ça va descendre très rapidement. Donc on a la courbe de la tendance qui va être très rapide et on perd de la résistance à peu près à 1000. Ils ont trouvé aussi dans des travaux que je n'ai pas montré ici que le géopolymère peut résister jusqu'à 1000 degrés. Il change juste de couleur, mais il va résister facilement.
Alors ceux-là, dans les travaux de 2022, ils ont trouvé, donc la conclusion, c'est que le béton géopolymère a eu la capacité de stocker de l'énergie dans sa matrice, donc avec une diffusivité thermique élevée et une capacité à fonctionner à des régimes de température élevés jusqu'à entre 600 et 700 degrés. C'est ça leur conclusion. Et ça, c'est parmi les avantages des géopolymères. Regardons maintenant la durabilité. Alors, concernant la durabilité des géopolymères, donc là, c'est un exemple d'un géopolymère qui est fait à base de cendres volantes et laitiers. Alors, les géopolymères à base de cendres volantes et laitiers offrent une meilleure durabilité, c'est la conclusion, face à l'attaque de l'acide sulfurique, comparativement au béton ordinaire. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la diminution ou la perte de la résistance donc à la compression en fonction des différentes formulations. Ça, c'est les deux bétons ordinaires et ça, c'est des géopolymères à différents pourcentages de laitier. Le laitier, il est différent d'une composition à l'autre. Vous voyez ici le béton. Alors, les deux bétons ici, c'est juste le rapport E sur C qui est différent. Donc ça c'est 0,5, ça c'est 0,42, 0,6 plutôt c'est 0,42. Donc on voit quand on réduit le rapport E sur C, on aura des pertes inférieures. Automatiquement il est plus résistant à l'acide sulfurique parce qu'il y a moins d'eau qui va influencer les... Alors le géopolymère il résiste un peu mieux, vous voyez ici, il résiste un peu mieux si on compare la GP5 avec les deux bétons ordinaires. D'accord, à 1% de l'acide sulfurique, à 3% on est à peu près équivalent, et à 5% on est meilleur que celui-là et à peu près équivalent à celui-là. Voilà. Ces travaux donc, sur la résistance à la compression, ils étaient donc, on va dire, complétés par des travaux d'alcalinité. Donc l'alcalinité, vous voyez que l'alcalinité de la GP4 est à peu près équivalente, la perte, donc l'alcalinité, la perte l'os, l'alcalinité de l'os, donc la perte en pourcentage, est l'équivalente à un béton ordinaire. Donc les géopolymères, au final, donc, ils ont un comportement similaire à du béton ordinaire. Alors si on regarde maintenant le coût et l'impact sur l'environnement. Alors sur une travaux récents, donc c'était en 2023, l'article est toujours en presse. Alors c'était un travail en Inde, parce qu'en Inde ils ont beaucoup de géopolymères, ils travaillent beaucoup sur ces aspects-là. Même leur ministre dernièrement, il a ordonné que les géopolymères seront utilisés comme revêtement de chaussée. Alors ils ont fait des études et il a trouvé que la production globale entre un géopolymère et un béton Portland ordinaire est moins de 20%, à peu près. Donc en termes de coût global, parlons du coût global, on fait rentrer le tout. Alors, côté environnement, on parle beaucoup de deux indicateurs importants, c'est l'énergie, consommation d'énergie, d'une part, et d'autre part, l'empreinte CO2, c'est-à-dire l'émission CO2, justement, un paramètre essentiel de l'environnement. Alors, pour l'empreinte CO2 ou l'émission CO2, donc je me suis référé donc, aux travaux de Singh, donc en 2020. Donc, il a fait le calcul de l'ACV, justement. Donc, il a fait une analyse, justement. Il a, justement, déterminé pour chaque partie. Donc là, par exemple, il a utilisé pour le béton à base de cendres volantes 11 kg, pour justement l'avoir, c'est 11 kg de CO2 équivalent. C'est le CO2 équivalent par mètre cube. Donc là, il a fait rentrer pour le géopolymère, il a fait un bilan. Hydroxyde de sodium, combien il dégage de CO2. Silicate de sodium, les agrégats pour leur fabrication, parce qu'on a besoin de fabriquer les agrégats, les transporter, etc. Ils ont une émission, les agrégats. Fine aggregate, c'est-à-dire coarse, c'est du gravier, sable. Donc admixture, c'est le fait de mélanger. Batching, c'est le dosage, calcul de dosage. Curing, c'est le temps de cure. Le transport du béton et le placement, c'est la mise en œuvre. Donc il a fait le calcul total, il a trouvé
320 pour le géopolymère de kilogrammes de CO2 équivalent par mètre cube de béton. Alors pour le béton ordinaire, il a fait le même calcul, sauf qu'on ne trouve pas donc justement la poudre, plus justement les deux activateurs, donc les précurseurs. Et là, il a fait le calcul, il a trouvé 354 kg de CO2 par mètre cube. Voilà. Donc il a trouvé au final le géopolymère, il a une empreinte CO2 de 9% inférieure à celle du béton ordinaire. Si maintenant on regarde les mortiers. Alors concernant les mortiers, il y a les travaux de Hasnaoui, qui a fait une thèse en France, justement avec des géopolymères à base de laitier de bêta-kaolin. Donc il a publié ses travaux. Donc ce qu'on retient de ces travaux, donc là, c'est donc toujours la flow time, donc c'est la workability. Donc il a utilisé différentes compositions entre différents pourcentages entre le bêta-kaolin et le laitier, donc 75-25, 50-50 et 25-75. Et donc, il a trouvé avec différents rapports molaires, ce qu'on voit ici. Alors, en gros, ce qu'il faut regarder, ça, c'est plutôt la comparaison avec le mortier ordinaire, le PCM. Alors, si on regarde le PCM, bien sûr, au départ, si on regarde les premières formulations, c'était pas bon. Ensuite, à partir de la deuxième formulation, avec un rapport molaire de 2, on aura des résistances supérieures, ou un flow type supérieur, donc une workability plus facile, donc une ouvrabilité plus facile. Et là, ça augmente avec le rapport 25-75, où le bêta-kaolin, parce qu'il est subpoudrophile, et là, ça permettra d'avoir une workability plus facile. Alors, si on regarde le sitting time, c'est-à-dire le temps de prise, début, fin de prise, en gros, ce qu'on voit, c'est que le béton ordinaire en termes de début, fin de prise, elle est quasiment supérieure à tous les géopolymères. Ça, c'est tout à fait normal, parce que les géopolymères, ils ont justement une réaction rapide. Concernant la porosité, alors si on regarde la porosité du PCM, c'est-à-dire mortier Portland, donc il est autour de 18,66, à peu près là. Et donc les géopolymères, ils ont une porosité inférieure. Et donc, par la suite, ça explique un petit peu, par la suite, justement les résistances qu'on voit juste derrière. Alors là, il a fait justement résistance à la compression pour les différentes géopolymères et la flexion, et aussi le module dynamique, ce qu'on voit dans les trois graphes. Alors là, pour le géopolymère, vous voyez ici, il est meilleur que le mortier Portland, ici. D'accord. Et toujours avec la composition 3A, 25, 75. Pareil pour la flexion, on trouve des valeurs supérieures. Et on est inférieur en termes de module dynamique par rapport à un mortier Portland. Module dynamique déterminé par ultrason. Voilà, globalement, ce que je voulais vous montrer dans ces travaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc on remercie Dr Boutelja pour cet exposé très riche en informations. Et je donne la parole s'il y a un intervenant de l'audience. Merci. Donc, je veux remercier Monsieur Fadr pour la qualité de l'exposé, pour le bon choix du sujet. Donc, dans votre exposé, vous avez dit que ce matériau est utilisé pour la réalisation d'un aérodrome, piste plus parking. Donc, le problème posé dans les chaussées rigides, c'est l'apparition des fissures, surtout l'ouverture. Si elle est importante, donc va diminuer la durée d'une chaussée rigide. Est-ce que l'utilisation de ce matériau va améliorer, va augmenter la durabilité d'une chaussée rigide? Donc, quoi, chaussée rigide?
Pour les chaussures rigides, les géopolymères, ils ont une matrice répartie sur l'ensemble du matériau. Par rapport à un béton ordinaire, on ne trouve pas ce genre de comportement. Donc la fissure, le géopolymère, elle est difficile d'avoir des fissures. Donc il y a des pistes d'aérodrome qui étaient construites aux États-Unis il y a 20 ans. Après 20 ans, c'était parfait. Ils ont trouvé que c'était parfait. Donc l'expérience dit, d'après ce qu'ils ont fait comme matériaux de réalité, ils ont trouvé que le géopolymère, ils ont une matrice un peu solide à l'intérieur et répartie un peu partout. Et donc ils ont l'apparition de fissures, elle est minime et très réduite par rapport à un béton ordinaire, surtout avec les fortes charges, donc il peut résister facilement. Ils ont fait des bases militaires dans la guerre du Golfe, la première, en 48 heures. Ils ont terrassé juste une partie pour faire les avions, justement, pour régler les avions, etc., de l'armée. Ils ont fait des géopolymères, et jusqu'à présent, les pistes d'aérodrome, ils sont présents jusqu'à présent. Ils sont utilisés jusqu'à présent. Et avec justement les avions de BC-Combi, c'est connu, l'avion le plus gros avion. Donc il atterrit sur des pistes qui ont été faites en 48 heures avec des géopolymères. Avec le ciment, et puis... donc c'est plutôt, c'est résistant. En termes de résistance, c'est très résistant. Votre intervention? Salam alaikum. La question que se pose, quelle modification microstructurale qui subit la matrice de ciment et qui entraîne à la fin l'élévation de la résistance mécanique? C'est une question globale. C'est-à-dire, quels sont les hydrates les plus concernés? C'est-à-dire, les hydrates de ciment. Je vous répète, quelle modification microstructurale qui subit la matrice de ciment et qui entraîne finalement à l'élévation ou l'augmentation de la résistance mécanique à la compression ou à la prise. Le ciment géopolymère. Ciment géopolymère ou ciment classique? Le ciment Portland, ça. Alors, durabilité. En parlant de durabilité, c'est ça que tu cherches. C'est la durabilité du ciment ou du béton. Les mécanismes au niveau microstructural, ce qu'on voit, c'est là, quand le béton ou le ciment il est attaqué, ou la matrice cimentaire est attaquée au niveau du béton, par un acide, par exemple l'acide sulfurique, qu'est-ce qui se passe? Il y aura là, justement, le processus, il y aura l'apparition de l'intringite à l'intérieur. L'intringite, elle est présente. Donc, elle est présente déjà, c'est un micro-organisme, donc elle va se développer à l'intérieur de la matrice cimentaire et va justement augmenter de volume. L'intringite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va augmenter de volume, elle va réagir avec justement l'acide et elle va augmenter de volume. Une fois que ça augmente au niveau de l'intérieur, elle crée des micro-fissures dans un premier temps. Et avec le temps, les micro-fissures deviennent des fissures, des macro-fissures par la suite, et entraînent la dégradation du béton par la suite. Ça, c'est plutôt quand on a en milieu agressif, c'est-à-dire chimiquement agressif, plutôt acide. On sait aussi qu'il y a la carbonatation, qui est un phénomène naturel du béton. C'est-à-dire le carbone, il réagit avec le béton à l'intérieur, au fil du temps, on aura une dégradation. C'est la carbonatation. Je sais pas, vous parlez de quoi exactement? Je ne sais pas. Microstructural, c'est ça. On aura des macro-fissures à cause de l'intringite, le gonflement, et par la suite, il y aura une fissure. l'augmentation de la température. Je ne sais pas.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas. Je parle sur la méthode d'activation des alcalins. La méthode d'activation. Période d'hydratation. Comme vous avez proposé le silicate de sodium, et ainsi de suite. C'est-à-dire, qu'il peut faire. Est-ce que ça va influencer Qu'il peut faire cette solution pour améliorer la microstructure interne, la structure interne. C'est-à-dire on rajoute du silicate de sodium pour le béton ordinaire, je veux dire. Béton ordinaire. Parce que géopolymère, c'est une chose, et le béton ordinaire, c'est une autre chose. C'est pas la même chose. Sauf qu'il y a des similitudes un petit peu, parce qu'on utilise un poudre alumini-silicate, mais c'est pas la même chose. C'est les travaux de substitution, par exemple, les déchets de céramique, c'est-à-dire que l'on traite avec les silicates de sodium aussi. Peut-être vous avez une problématique, vous travaillez sur une problématique, vous cherchez des réponses. Moi, je n'ai pas de réponse à des problématiques bien figées. Si j'avais de la réponse, si vous avez de la réponse, j'aurais de la réponse. Donc, je n'ai pas de réponse, tout simplement. Peut-être vous avez une question bien cadrée sur un thème bien spécifique. Nous, on reste donc, dans cette plénière plutôt sur le général, sur ce que j'ai présenté. Hein, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça Benoît ici. Merci Fatih d'avoir vulgarisé un sujet qui est assez intéressant, qui est assez nouveau. Bon, à travers cette intervention, on voit que les applications, c'est à peu près des mortiers et des bétons de chaussée. La question que je vais me poser, qu'en est-il des bétons structurés? Si on veut armer notre béton, le comportement de ce béton-là, qui est nouveau géopolymère, en termes de transfert des efforts, ou bien de contrainte entre les armatures et le béton, et en termes de protection des armatures en elles-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas des axes sur ce domaine-là, ou bien c'est encore nouveau? Merci. Pour le béton armé, géopolymère, là jusqu'à présent, il y a des exemples réels. Donc il y a un bâtiment qui a été construit en Russie, dans les années 90, il tient jusqu'à présent. Donc ils ont utilisé... Il y a aussi un bâtiment de l'université en Australie, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est qu'ils ont fait justement de la géopolymère, hein, partie de la structure en géopolymère. Par contre, le comportement géopolymère acier, l'adhérence, etc., ça n'a pas été bien étudié. Donc c'est un axe de recherche. Donc on a fait dans le cadre de la thèse de Simon Souila, on a fait une partie, donc on a fait un petit peu des essais de comportement pour voir un petit peu si on trouve un comportement similaire au béton ou pas. Parce que nous on cherche ce qu'on cherche, est-ce que les lois qui sont appliquées sur le béton s'appliquent sur le polymère ou non? C'est ça la problématique. Et donc on recherche justement à répondre à cette question. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de recul ou de recherche, de travaux, de résultats sur ces aspects. Ça reste toujours un thème à travailler. Merci. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Oui. Bonjour. Donc, ça a l'air super intéressant, ça a l'air d'être le matériau de demain. Moi, ce que j'aimerais voir par curiosité, est-ce qu'il y a une difficulté de mise en œuvre sur ce matériau? C'est-à-dire de mise en œuvre éventuellement pour un béton de demain, du futur, ou en revêtement, éventuellement parois ou autre. Merci. Alors pour la mise en œuvre, c'est pas du friendly, donc c'est plutôt des bétons inoffensifs. C'est-à-dire il faut faire de la protection quand on va faire la mise en œuvre. Pour les ouvriers sur chantier, parce qu'on utilise des activateurs, donc alcalins, donc qui un peu irritent la peau, donc il faut faire attention. Les yeux aussi, la peau. Donc il faut de la protection spéciale pour faire justement la mise en œuvre. Après pour tout ce qui est ouvrabilité, j'ai montré à travers la présentation, on trouvera des ouvrabilités comme un béton ordinaire. Hein. Donc c'est facile à mettre en œuvre, il n'y a pas de problème. Par contre, la seule difficulté, c'est plutôt la protection des personnes quand on va vers la mise en œuvre. Donc
chose. Merci, Catherine. Faible dosage. Un rapport molaire de 1,8 jusqu'à 2. Posez la question suivante. Merci Monsieur Botelja pour donc, la clarté de votre exposé, donc c'est très intéressant. J'aimerais bien savoir donc l'ajout de l'anaouache. C'est-à-dire on va l'ajouter dans l'eau de gâchage directement. L'eau de gâchage, elle sera préparée. C'est une solution. Elle ne devient pas eau de gâchage, ça devient Voilà, oui. solution riche en anaouache. Voilà, solution anaouache. Solution. Donc, on va Donc la couler quantité d'eau, il faut la calculer. C'est un peu compliqué le calcul, hein. C'est un calcul un peu chimique. Et donc c'est ajouté directement voilà, et c'est ajouté. dans l'eau coulage. Il faut les diluer. Hein. Il faut diluer. L'anaouache, c'est des capsules. Hein. Il faut diluer dans l'eau, la préparer, ensuite le mettre en place avec justement la poudre et le reste. Merci Monsieur. Un autre intervenant? Vous avez faim? Château. La discussion continue par la suite. Mais dit que c'est un thème très intéressant, donc on vous garde. Donc, merci, docteur Botelja. Donc, je vais me retenir un petit peu avant d'aller manger. Donc, je vais donner quelques orientations de comment on va s'organiser les sessions. Donc, je vous ai déjà dit ce matin qu'il y aura des sessions en parallèle. Donc, chaque spécialité va se... C'est celui-là. Donc, 4 ateliers en parallèle. Donc, ce que vous devez savoir, c'est respecter un petit peu le timing, parce que ça commence à un certain moment, ça se termine à un certain autre, pour que les autres puissent commencer à l'heure. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, respecter strictement la durée de la session. Donc, comme j'ai dit ce matin, donc les conférences orales, c'est 10 minutes de présentation, puis 5 minutes de discussion. Par contre, les sessions postères, c'est 5 minutes, y compris la présentation, et s'il y a une discussion éventuelle. D'accord? Donc, cette salle-là sera réservée pour la spécialité géotechnique. Les 2 salles à côté, c'est toujours de le rez-de-chaussée, c'est pour la spécialité structure et matériaux. En ce qui concerne la spécialité hydraulique, c'est dans le premier étage. Voilà. Pour les attestations de participation, ce n'est pas de mon ressort, mais bon, normalement c'est demain, donc pour faire profiter tout le monde des travaux scientifiques. Mais s'il y a vraiment une urgence, parce que la personne qui a présenté va quitter également, donc on pourra éventuellement lui donner l'attestation de participation. Ce n'est pas général, ça sera traité au cas par cas. Voilà, donc essayez d'être compréhensible. Voilà, donc je pense c'est bon. Donc on va commencer, on va passer au dîner. Donc on va être, pour des raisons de disponibilité d'espace, on va être séparés en 2. Donc le comité d'organisation et scientifique vont être transférés à un autre endroit. Donc il y a le bus qui les attend. Par contre, tous les autres intervenants, les communicants, on va leur donner à manger ici. D'accord? Au premier étage? Au 2e étage. Donc il y a une salle qu'on a... Donc tous les intervenants, c'est ici. Les 2 comités d'organisation et scientifique vont être transférés ailleurs pour des raisons d'espace. Voilà. Donc je clôture cette matinée et bon appétit. On reprend à 13h30, s'il vous plaît, essayez de respecter le temps.